du langage, plus précisément sur des questions de l'analyse du discours. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques ainsi que d'une quinzaine d'œuvres littéraires publiées respectivement entre 2010 et 2024. Nous avons le plaisir d'accueillir Hassan Abrahim qui est avec nous. Bon après-midi, bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi, merci de m'avoir accueilli, monsieur Foucault. C'est un plaisir, on s'est souvent vu dans les salons, professeur, sauf que c'est la toute première fois quand même que vous venez ici à Royal FM. Oui, et je suis très content d'être là. Vous êtes donc là avec nous, vous avez vraiment une pléthore de livres. J'ai vu qu'il y avait du théâtre, il y avait des contes, il y avait des romans. Alors c'est une vie littéraire dense. Dites-nous à partir de quel moment, c'est vrai, c'est à la base vos études, mais quand même il faut une certaine passion pour écrire autant. Oui, merci de m'avoir invité d'ouvrir par cette question très récurrente. Mais avant de répondre, peut-être un petit rectificatif. Je suis plus maître de conférence, je suis professeur titulaire des universités. Comment faire pour avoir autant de livres? Moi, je crois que c'est la discipline. C'est la discipline du travail. Je parle de la discipline du travail. Et j'y ajouterai la passion de ce qu'on veut. Donc, quand on est discipliné, c'est-à-dire qu'on aménage un temps assez important pour la passion qui nous anime. Oui. Je crois que c'est ça qui pourrait expliquer cette prolixité. Voilà. Il y a ce livre qui est juste devant moi. L'étymologie arabe du mot Cameroun. Mais avant de parler de ça, qu'est-ce que le concept écrivaintologie, il est de vous. Oui. Dites-nous de quoi il s'agit. Oui, le concept d'écrivaintologie est un courant littéraire et une théorie scientifique qui voudrait poser la question de l'existence contemporaine de l'écrivain. Oui. C'est en un mot la théorie de l'effacement de l'écrivain et de la littérature effaçante. En d'autres termes, si on prend l'exemple de l'avènement de l'IA, qui pourrait de manière générative créer un auteur sans toutefois que cet auteur soit en chair et en os, cela veut dire que nous sommes dans l'ère de la disparition de l'écrivain. Comment l'écrivain doit survivre dans ce nouvel univers qu'il efface et que souvent lui-même efface. Donc, l'écrivaintologie, c'est une manière de diriger l'écrivain ou la problématique de l'écrivain à la scienticité de son existence. Oui. Voilà à peu près. J'ai écrit l'écrivaintologie pour une conceptualisation de la disparition de l'écrivain. Et puis tout récemment, j'ai publié le dictionnaire d'écrivaintologie, qui permet donc de voir vraiment de manière panoramique cette théorie et cet art d'écrire. On aura l'occasion certainement d'entrer en profondeur, mais il y a cette théorie, une autre qui nous interpelle, notamment l'étymologie arabe du mot Cameroun, l'approche théorique d'une hypothèse linguistique. Si on s'arrêtait à théorique et surtout hypothèse, d'où vient ou d'où part cette hypothèse? Bien, l'hypothèse part d'un premier livre que j'ai écrit, L'Arabe du Cameroun, entre l'histoire des mots et les mots de l'histoire, où je m'amusais à savoir d'où viennent les mots au Cameroun. Oui. Un mot comme Adamawa vient de Adam et Hawa, un mot comme Kousseri vient de Al-Goussour. Eh bien, vous voulez, c'est une intuition avant tout. Et puis le mot Cameroun, là, moi je suis arabe choix, donc je connais l'arabe littéraire et l'arabe dialectal, et donc je me dis, mais et si le mot Cameroun viendrait d'un mot arabe? Vous voyez, c'est une intuition. Et en essayant d'aller dans la racine du mot, j'ai donc curieusement établi un rapport entre ce mot et un mot arabe, Gamar. Oui. Et c'est ainsi que, si vous voulez, j'ai déjà donc jeté les bases de ce postulat dans ce premier livre, et puis ça a créé d'abord une très grande polémique. J'ai fait l'objet de quelques attaques émotionnelles, et puis j'y ai consacré tout un ouvrage, celui que vous avez entre vos mains,
pour aller en profondeur dans ce postulat, dans cette hypothèse. C'est une hypothèse, vous avez bien fait de le dire, c'est-à-dire que c'est ouvert à la réflexion. C'est la réflexion, c'est des pistes de réflexion, c'est sujet à la controverse, c'est surtout une invite à creuser à profondeur ce concept. D'ailleurs, je suis très content de voir que cette année, un auteur a écrit un autre ouvrage pour venir approfondir, parfois critiquer, parfois... Et c'est bien. C'est ça le débat littéraire. C'est ce débat qui m'intéresse et qui m'enchante. Et je suis très content que dans votre émission, vous menez l'occasion de répondre encore sur certains points d'ombre qui restent encore à éclairer. Alors, sur quels éléments probants de votre recherche s'appuie cette hypothèse qui certifie que l'étymologie que le Cameroun a une étymologie, ou alors puis son étymologie de l'arabe en fait? Oui, bon, déjà, il faudra qu'on fasse un petit aperçu de ce qu'on a officiellement admis. Oui. En 1412, on attribue, et à raison, la paternité du terme Camaroès au Portugal. Au Portugais, oui. Bon, le portugais est une langue latine. Elle est née au XIe siècle. Alors bon, déjà les archives babyloniennes et arabiques que j'ai utilisées trouvent l'existence de cette langue 2 millénaires avant Jésus-Christ. Donc, c'est forcément un mot qui existe bien avant la naissance de Jésus-Christ dans les archives arabes. Et les langues latines, c'est quoi? Ce sont langues qui sortent du latin. Tout à fait. Donc, le portugais a pris au latin Camarus. Le latin lui-même a pris au grec Camaros. Et ce mot est en réalité d'origine pré-grecque. C'est-à-dire que, n'oublions pas que le grec est une langue de la Méditerranée orientale. Donc, c'est une langue proche de l'araméen. Parce que les gens, quand on dit le grec, ils croient que c'est beaucoup plus une langue européenne, mais en fait, c'est une langue araméenne. Alors, dans mon hypothèse, puisque dans la langue grecque elle-même, l'ancien grec, le proto-grec, on parle plus de carré d'eau au lieu de parler de crevette. Donc, d'où vient, eux-mêmes n'ont pas ce mot, les Grecs qui auraient donné ça au portugais, ce mot. Alors, sur le plan linguistique, le mot Cameroun, n'oubliez pas que ce mot Cameroun est proche du mot Comore et est proche d'une île arabe, l'île Camaran. Alors que ce soit le Comore, que ce soit le Cameroun, que ce soit l'île Camaran, tous tirent leur origine de Gamar, qui veut dire lune, en fait qui veut dire croissant lunaire. Et je crois que l'hypothèse est très solide parce qu'en dehors du Cameroun, bien d'autres pays ont emprunté cette racine KMR qui renvoie au croissant, au crustacé. Tout à fait. Donc, le Cameroun n'est pas donc par conséquent le seul mot qui aurait tiré. Moi, je préfère parler de mots et non des noms parce que le nom renvoie à ce qu'on appelle un toponyme, alors que le mot, lui, on peut dire, si vous voulez, de manière caricaturale, de manière simple, que le mot vient du portugais, mais provient de l'arabe. Parce que provenir veut dire qu'on remonte de manière archéolinguistique aux racines profondes du mot. Donc le mot Gamar, qui a donné Comore, qui a donné Camaran, a probablement donné le mot Cameroun. Une chose est sûre, le mot n'est pas portugais, parce que le portugais est une langue récente. Le mot est d'origine grecque. Le débat, c'est est-ce qu'il est grec ou il est arabe. Le portugais, ça, c'est une langue récente. Alors, aujourd'hui, curieusement, dans le langage zoologique, les gamars désignent les crevettes. Tout à fait. Les crevettes d'eau douce. Donc, même les scientifiques ont déjà admis le rapport entre gamar, qui veut dire lune, et crevette, qui veut dire ces crustacés, anthropodes qu'on connaît, qu'on aurait découvert dans le Vouri, parce qu'en fait, au Vouri, on a plus découvert les écrevisses. Mais bon, ça, c'est un débat relativement discutable. Oui. Il faut dire que le livre nous apprend globalement que beaucoup de mots, même de la langue française, ont une très lointaine provenance de l'arabe.
Parce que ça va même jusqu'en Europe où à un moment donné, l'Espagne avait été envahie en quelque sorte. Oui, le monde arabe a envahi le monde, si vous voulez, ibérique, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, pendant quelques 4 siècles, était sous domination du monde arabe. Donc forcément, cette domination, la domination de la Méditerranée, où il y a les crevettes, où il y a l'abondance des crevettes, a forcément, vous savez, une langue influence toujours quand son peuple a une certaine domination. Donc beaucoup de villes, en Afrique comme en Europe, Gibraltar, Guadeloupe sont des mots d'origine arabe. En Afrique, il n'y a pas que le mot Cameroun, le mot Niger, bien d'autres mots, Djibouti, sont des mots d'origine arabe. Et les Arabes ne sont pas venus seulement qu'avec l'idée du Cameroun. Celui qui a dit le char de Dieu, le mont Cameroun, le char de Dieu, hein, Markabat al-Ilah, c'est-à-dire ce sont les Phéniciens, ce sont les Carthaginois. Les Carthaginois sont des Arabes. Donc 4 siècles avant Jésus-Christ, ils ont déjà même nommé le mont Cameroun le char de Dieu ou Markabat al-Ilah. C'est le texte qui se trouve chez les Carthaginois, parce que les gens voient que la traduction en français. Donc les Carthaginois, eux, ils l'appellent le mont Cameroun, Markabat al-Ilah, veut dire le char de Dieu en arabe. Et aujourd'hui, les historiens ont admis que le premier nom du Cameroun qui existe dans les cartes arabes, c'est Kanem. Oui. Puisque en l'an 800, le Kanem, c'est ce royaume du bassin du lac Tchad. Au côté du Tchad, on appelait Tchad, au côté du Cameroun, on appelait Kanem. Oui. Donc le premier nom du Cameroun, il y a de cela 1200 ans, c'était Kanem. Kanem. Alors Kanem lui-même vient du royaume Kanem-Bornou, c'est-à-dire quand on dit Kanem-Bornou, ça veut dire en quelque sorte, Bornou veut dire en réalité Barnouhou, le Barnou en arabe veut dire la mer de Noé. Oui. Donc ça veut dire que vous voyez l'influence que la langue arabe a sur notre histoire, elle est peut-être un peu méconnue, mais le hasard de l'histoire a voulu que, il y ait cette influence-là. Cette influence, ou moi je dirais cette ironie du sort. D'accord. Alors on va marquer un arrêt et on revient tout de suite. The time is 4 p.m. With Beam, you are eligible to call a favorite number on any network at cheap price. Dial #200# or go to Max It. Nous avons toujours ce livre sur la table, l'étymologie arabe du mot Cameroun, l'approche théorique d'une hypothèse linguistique. C'est le livre du professeur Hassan Abrahim. Et tout à l'heure, on disait, cette hypothèse est quand même remarquable et va sur 5 chapitres. Est-ce qu'il y a une signification particulière ou bien c'est selon le développement des mots? Parce qu'à l'intérieur, vous prenez la première partie, vous faites le rapprochement entre le Cameroun et le Comore. La deuxième partie revient quand même sur le Cameroun. La troisième, j'allais dire, le Cameroun sans les Portugais. Qu'est-ce qui était avant, un peu pour parler de façon populaire? Il y avait quoi avant? Bon, il y avait d'autres peuples qui étaient venus voir le Cameroun quand même. Le Cameroun n'est pas que né en 1884 avec la conférence de Berlin. Le Cameroun a existé dans les cartes des explorateurs arabes. Oui. Parce que nous oublions que le Cameroun, avec le Tchad, le Nigeria, a fait partie d'un grand royaume qu'on appelle le royaume du Kanem. Oui. Il y avait les universités, il y avait l'histoire, il y avait tout le savoir. Alors, il serait peut-être restricteur de dire que, c'est en 1472 que Fernando Po a créé le Cameroun. Il a créé une sorte de géonyme, c'est-à-dire il a désigné l'estuaire de Vouri comme étant un marché, le marché de Rio dos Camaroes. Oui. Et après, les Espagnols, en 1510, sont venus confirmer ce mot pour cette localité. Et il faut dire que le Cameroun est né, le Cameroun moderne, oui, est né avec la conférence de Berlin, où les Allemands, les Anglais, les Allemands, les Français ont donc confirmé ce mot, allant d'un point
par l'effet de synecdoque, c'est-à-dire la partie qui va désigner l'ensemble. On est parti donc d'un point de marché pour un territoire que la conférence de Berlin a déjà délimité. Donc, on parlerait donc à ce moment de coronyme. On parle d'un géonyme, d'un point de Cameroun à une étendue plus large qu'on appelle coronyme. Tout ça entre dans ce qu'on appelle le toponyme. Donc, pas d'ambiguïté, il faudra qu'on soit clair. Oui. Ce n'est pas les Arabes qui ont donné le nom Cameroun. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le nom. On n'est pas là dans un débat de toponyme. Ça, c'est occidental. Nous sommes dans un débat du mot. Et comme vous avez fait les lettres, vous connaissez bien le signifiant et le signifié. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étude du signifiant. Un mot est souvent voyageur, un mot traverse les siècles. Et j'ai prouvé que depuis l'arabe classique, ou l'arabe archaïque et le grec archaïque, c'est-à-dire nous sommes là au 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ, le mot existait, il avait une vie, il désignait crevette, il désignait poisson, il désignait même le signe zodiacal de la lune. Donc le mot a une vie. Ce mot a traversé l'histoire, est entré dans le grec, est venu dans le latin ayant disparu, les langues romanes ont subsisté, le portugais l'a pris, le portugais l'a filé à l'espagnol, l'espagnol à l'allemand, l'allemand aux anglais. Bref, vous connaissez que les mots voyagent dans le temps, les mots voyagent dans le temps. C'est ce qu'on appelle la problématique chronolectale ou topolectale des mots. Bon, moi je parle en tant que linguiste. Spécialiste, oui. C'est un peu absurde, mais il ne serait pas superflu de penser qu'un mot n'est pas en quelques siècles. Donc ça, c'est une hypothèse qui est posée. Libre à chacun maintenant d'apporter des éléments, soit de contradiction il y a des gens qui sont d'accord. Oui. Et avant de publier le livre, bien sûr, j'ai consulté les plus grands linguistes et historiens du Cameroun et d'étrangers qui ont trouvé que c'est sérieux. C'est pas encore du roman. Il y a certains qui ont estimé que c'était sérieux. Oui. Et ceux qui disent que c'est peut-être pas nécessairement sérieux, quel argument ils avancent par exemple? Non, il n'y a pas d'argument. Nous sommes là au stade émotionnel des choses. C'est-à-dire que quelqu'un se lève et dit mais c'est incroyable. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit du conservateur qui estime que ce qui est formellement carré, parce que les premiers livres écrits par les Blancs l'ont dit, et puis on ne va pas dépasser. Moi, je pense qu'il faut décoloniser le savoir et explorer mais je leur pose souvent la question. Le mot Afrique, c'est Ifriqiya, ça vient de l'arabe. Pourquoi ça générait que le Cameroun soit venu de là? Et puis les Arabes font partie des Camerounais. Ils sont aussi Camerounais. On a la présence des Arabes depuis l'an 800 au Cameroun. Ils étaient venus bâtir des empires. Et je crois que peut-être que quelqu'un me le dit comme un ami. Peut-être tu es arabe, tu défends tes choses. Oui. Mais en réalité, vous défendez votre chapelle. Il faut être arabe pour comprendre une langue. Ah d'accord. Et la maîtriser et voir quel est le rapport qu'on peut établir entre un mot. Si je n'avais pas été arabe, peut-être que je n'aurais pas eu la chance de faire ce travail. Peut-être que ce travail n'est pas forcément le mien. Je ne suis pas parti aux îles Caran au Yémen, je ne suis pas parti aux Comores pour savoir comment ils abordent. Mais une chose est sûre, les autres ont déjà donné l'acquis. Le mot arabe, le mot Comore, Camaran sont des mots qui viennent de l'arabe al-Omurn ou al-Gamar, qui veut dire lune. Croissant lunaire qui ressemble à la lune ou au croissant lunaire. Mais j'invite, je vous ai dit, il y a quelques auteurs courageux qui ont repris le sujet sans de mettre l'hypothèse de l'arabité. Tout à fait. Mais il a amené des nuances importantes. Lesquelles par exemple? Il y a un auteur qui pense que c'est un mot emprunté à l'arabe du Cameroun. Mais je crois que ce n'est pas une question du Cameroun. C'est un mot qui vient du proto-indo-européen, donc du proto-grec, de grec avant qu'il ne soit le grec moderne qu'on connaît. Donc, pour moi, le débat se situe plutôt
dans la Méditerranée orientale et non dans une affaire du Nord Cameroun, Sud Cameroun. Alors, certains auteurs n'ont pas lu. Vous savez, souvent, ils sont limités à la couverture pour donner leur point de vue. Et puis, voilà. Et bon, de toutes les façons, nous attendons, c'est un débat, nous attendons que d'autres fassent des critiques, je crois, heuristiques, basées sur un travail scientifique. Parce que vous savez, l'émotivité n'aide pas beaucoup. L'émotivité n'aime pas beaucoup. Et mon livre n'enlève rien à tout ce qui a été acquis comme savoir, c'est-à-dire les Portugais ont donné le toponyme, les Grecs ont donné la lexie, et puis les Arabes ont donné le signifiant. Aurait donné, puisque c'est une hypothèse, ce ne suis pas formel, bien entendu. Et une hypothèse, comme vous le savez, est appelée soit à être infirmée ou à confirmer. Oui, confirmé. Et puis, comme vous le savez, comme dit Bachelard, il n'y a pas de vérité absolue qu'on puisse établir. Même ce que nous enseignons, nous consommons, même dans le domaine de la médecine, la molécule qui soigne hier, dans 10 ans, on va dire que c'est plutôt un poison. Pourtant, pendant qu'on consomme, on estime que... Donc, il n'y a pas une formule scientifique inébranlable. Nous ne vivons en réalité, comme dit Bachelard, que des erreurs d'aujourd'hui que nous corrigeons demain. Tout à fait. Donc, une hypothèse reste un postulat susceptible de modification. Il ne s'agit pas seulement d'un débat académique. C'est un débat académique, mais il est aussi national. Oui. Parce que nous célébrons la fête nationale. Oui, dans 9 jours. On doit interroger notre histoire sur plusieurs aspects, sur le plan académique, sur le plan sociopolitique. Le Cameroun ne se limite pas à cette ossature occidentale, coloniale. Tout récemment, le président Macron a remis au président de la République Paul Biya des archives historiques, la déclassification. Notre histoire est construite, mais elle peut être reconstruite, bien orientée, pour que certaines vérités, si elles sont fondées, ne doivent pas être fâcheuses pour être consommées dans nos universités et nos lycées, dans notre production scientifique et livresque. Donc je pense que... Et puis le rôle de l'intellectuel, c'est de poser des questions. Oui. Une hypothèse, c'est une question. Poser des questions et puis donner à la génération qui arrive d'y répondre. Voilà. L'étymologie arabe du mot Cameroun, approche théorique d'une hypothèse linguistique, c'est un livre que vous avez écrit et donc qui permet d'ouvrir clairement une réflexion sur la question. Peut-être avant de sortir, je propose qu'on dise un mot quand même sur cette pièce de théâtre, cette autre pièce de théâtre, parce que je sais qu'on aura une autre émission pour davantage approfondir la question. Notamment, il y a ce titre, Hannibal, un Camerounais dans le siècle des Lumières. C'est une pièce de théâtre. Tout à l'heure, c'était l'essai. Cette fois-ci, le théâtre. Le personnage, c'est un personnage particulier. Il y a des faits historiques, mais vous avez ajouté votre dose, on va dire, de créativité autour. Parlez-nous un peu du personnage Hannibal et pourquoi il suscite votre attention. Merci d'avoir donné quelques minutes à ce livre. Voilà encore une autre réalité importante de notre histoire qu'il faut connaître. C'est-à-dire que c'est un peu connu, mais il faudra l'amplifier médiatiquement parlant, d'un personnage, Hannibal, qui est camerounais. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheurs qui disent que dans un premier temps, on avait dit que c'était un Éthiopien, mais c'est encore un Béninois qui n'est pas camerounais, qui essaye de nous montrer qu'Hannibal, lui-même, et je suis entré dans les archives russes, lui-même le dit dans ses écrits qu'il il a été, son fils Alexandre Poutine écrit un livre que j'ai lu en russe, qui dit que son grand-père, son arrière-grand-père a été capturé dans les abords du lac Tchad, dans les abords du Logon, c'est-à-dire le versant camerounais de la zone. Et ce monsieur a fondé la Russie moderne. Il était le général le plus important de son temps. Il était presque quand le Tsar est mort, c'était lui et la reine qui gouvernaient la Russie. Donc il était le général de tous les temps de la Russie. Et pas que. Son arrière-fils, heureusement vous avez fait lettre, Alexandre Poutine est l'écrivain le plus célèbre de tous les temps. Tout à fait. C'est lui qui a donné cet arrière-fils. Donc ces deux personnages sont mythiques et idolâtrés en Russie.
Et nous oublions que c'est un Camerounais. Et donc ça aussi, c'était important. Et puis, comme vous avez vu dans le sous-titre, ce monsieur Hannibal, d'origine camerounaise, a rencontré Montesquieu, Voltaire. Il a discuté avec eux, puisqu'il était par ailleurs, en dehors du fait qu'il était un grand général, il était aussi un intellectuel, un philosophe. Le roi l'a envoyé en France, où il a rencontré ses... Et moi, dans cette pièce, je montre que les Lumières, la Révolution française, chère aux Français, c'est-à-dire attribuée à Montesquieu, Voltaire, vous le connaissez, les Diderot, en réalité, il y a un Camerounais qui était aussi là à côté d'eux, qu'on aurait invisibilisé, et que je ressuscite dans cette pièce. Parce que cette pièce, en réalité, c'est une série de dialogues avec les philosophes. C'est vrai, j'ai fait beaucoup dans la création, c'est-à-dire dans l'imaginaire, mais connaissant ses valeurs, je suis sûr qu'il a influencé Montesquieu, il a influencé Voltaire avec ces liens d'amour. Et d'ailleurs, les siècles de lumière l'appelaient l'étoile noire du siècle. Donc ça veut dire que s'ils lui ont donné un tel surnom, c'est qu'il les a son impact fortement... était énorme. Beaucoup énorme. Donc celui-là aussi, tout récemment, j'ai fait la présentation au centre du livre. L'ambassade russe était très content. Et il me disait que, justement, c'est un livre bien connu en Russie, dans la mesure où... mais Hannibal, c'est un mythe en Russie. C'est chez nous. Bon, on n'a pas encore peut-être intégré le personnage dans le patrimoine national. Mais en réalité, c'est pour dire que le Cameroun, c'est beaucoup de trésors cachés. Et moi, quand j'ai vu qu'il intéressait plus les Africains, les Béninois, et que nous, les Camerounais, nous n'avons pas jeté un faisceau d'éclairs sur ce personnage qui est notre fils, j'ai donc consacré d'abord 2 années de recherche. Vous avez vu que l'introduction est trop longue, dense. Elle est davantage une sorte d'avant-propos scientifique pour éclairer et prendre en considération tous les travaux précédemment faits sur le personnage, et puis un peu le camerouniser, puisqu'il fallait un peu aussi ajouter le grain de sel camerounais. Donc voilà, c'est Hannibal, c'est une de mes fiertés. Et les livres sont disponibles où exactement, si on veut lire Hannibal, cette pièce de théâtre, ou bien d'autres livres, d'autres titres? Oui, pour les 2 livres que vous avez choisis, vous avez vu l'éditeur, c'est Ifriqiya. Tout à fait. Alors, Ifriqiya est installé ici, à Yaoundé même. Le livre donc, est disponible à Yaoundé, dans les librairies. Donc, l'éditeur entrepose ses livres dans certaines librairies de son choix. Mais moi, je le vends dans les librairies du Nord. Et je crois qu'on a un projet de numérisation de ces ouvrages qui peuvent être aussi lus via YouScribe et puis peuvent être commandés par Amazon. Donc, voilà ce que je peux dire. Voilà les plateformes. En tout cas, si vous souhaitez être en contact avec l'auteur, vous venez simplement à la radio, rencontrer Jean-Jacques Foucault et je ferai le reste. Hassan Abrahim, je sais que c'était une première rencontre et que quand vous connaissez désormais la maison, vous n'hésiterez pas de faire un tour lorsque vous partez de Ngaoundéré pour Yaoundé. Ce sera avec plaisir.